Plus de musique, plus d'infos, puis LNFM. Je suis donc en compagnie du docteur Vauduit. Bonsoir docteur. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va, merci. Ça s'est bien passé? Ça a été effectivement. On est reparti depuis maintenant un bon mois au niveau du bureau. Mais ça y est, on est vraiment relancé. C'est la rentrée ce soir du Club Cœur et Santé. Oui, c'est la rentrée de ce soir. Et puis, nous avons l'honneur de réécouter le docteur Marc Giraud. Le docteur Marc Giraud, je ne vais pas lui dire de se présenter. Il est venu tellement de fois chez nous, à Radio Pisalène, que c'est pour une fois, c'est moi qui va vous le présenter, Dr Marc Giraud. Dr Marc Giraud est chirurgien urologue à Saint-Côme. Donc, depuis plusieurs années déjà, depuis très longtemps. Et il est venu à Radio Pisalène nous faire une émission sur la consultation d'urologie, et puis une deuxième émission sur l'incontinence urinaire. Et là, dernièrement, Le Point a publié le palmarès des hôpitaux et des cliniques de France, et le service d'urologie, Dr Marc Giraud de Saint-Côme, est arrivé en premier pour toute la France, surtout pour l'incontinence urinaire. Hein. Tu me compléteras si j'oublie quelque chose. Alors, c'est quand même pour un médecin, c'est quelque chose d'assez important. Surtout, le palmarès du Point existait depuis une quinzaine d'années, je crois déjà. Et chaque année, il y a un palmarès. Voilà. Mais non seulement Dr Marc Giraud est un excellent chirurgien urologique, mais il est venu également à Noyon faire une conférence sur la greffe cardiaque. Et pourquoi la greffe cardiaque? Parce que Dr Giraud lui-même a été greffé du cœur. Alors, cette soirée-là était très grand succès. Il y avait eu 150 auditeurs qui sont venus. C'est quand même assez important pour la ville de Noyon. Bon, et là, j'enchaîne tout de suite. On a demandé au Dr Marc Giraud de revenir, cette fois-ci pas pour les techniques chirurgicales, mais pour le don d'organes. Je pense que c'est un problème important, il va nous le dire, et quelles sont les différentes problématiques du problème. Eh ben bonsoir, docteur Marc Giraud tout d'abord, et bienvenue dans les studios de Radio Pisalène. On est ravis de vous accueillir à nouveau après ces émissions sur la continence urinaire. Alors, on va déjà préciser aussi à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir sur notre antenne, vous pouvez le faire. Hein. Pour cela, rien de plus simple, vous nous appelez au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Pisalène. Si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a aucun problème là-dessus. On respectera votre choix, mais si vous avez des questions par rapport au don d'organes, puisque c'est le thème de ce soir, eh ben n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 30 00. Alors, docteur Giraud, comment justement vous avez été amené à être concerné par le don d'organes justement? Bonsoir à tous, bonsoir docteur Vauduit, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je répondrai juste avant un petit mot sur les références que vient de dire le docteur Vauduit sur l'incontinence urinaire. Effectivement, c'est des années que je essaye de me battre pour être expert dans ce domaine, et c'est vrai que ce bon résultat dans le classement du Point nous a fait plaisir, à moi et à toute mon équipe, pour récompenser tout le travail que l'on fait aussi bien sur Compiègne que dans les instances à Paris, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le médecin qui vous parle, c'est le patient, le petit patient que j'ai été et qui m'a apporté beaucoup d'humilité dans ma vie professionnelle. Il est possible que j'ai un petit peu d'émotion ce soir, car c'est un sujet qui m'est très cher et qui me touche profondément. Car si je suis là ce soir, si je peux vous parler, si depuis 18 ans maintenant je vis, c'est parce que un jour quelqu'un a dit oui, tout simplement oui,
au don d'organes. Et je suis là donc pour vous en parler un petit peu ce soir. Alors, vous vous poserez certainement des questions administratives. Je suis ni représentant de l'État, ni impliqué dans le don d'organes en tant qu'administration. Moi, ce que je veux, c'est vous faire part de mon expérience personnelle de receveur. On parle dans le don d'organes, c'est un lien extrêmement fort entre un receveur, une personne qui va mourir, qui est officiellement déclarée comme ne pouvant plus vivre, et je préfère utiliser cette expression, et un donneur, un receveur, je veux dire, qui est en attente. Alors, en attente d'un rein, mais aussi, comme moi je l'étais, en attente d'un cœur. Et si on n'a pas ce cœur qui va nous être offert, on est mort, on meurt. Donc c'est vraiment un lien extrêmement fort entre deux personnes qui ne se connaissent pas, et c'est le don de la vie, donc c'est quand même un don exceptionnel. Donc je vais bien sûr répondre à vos questions. Je vais aussi vous parler de ce que l'on ressent, car beaucoup de films, beaucoup de livres ont parlé du don d'organes, et je trouve toujours un petit peu dommage qu'on se place toujours du côté du donneur, c'est-à-dire que de la tristesse, du décès accidentel, brutal d'une personne qu'on aimait, et de la question qu'on se pose de donner ou non ses organes. Moi, j'étais une personne tout à fait normale, et je n'aurais jamais pensé un jour que je serais confronté à recevoir un organe. Si on m'avait dit un jour que j'allais être transplanté, mais je n'avais jamais pensé un instant à cela. Pour la raison bien simple c'est que je n'avais aucun antécédent cardiaque, j'avais aucun problème, j'avais eu aucun malaise, rien du tout, et ça m'est arrivé brutalement un jour alors que je rentrais de vacances au mois d'août, et je rentrais en TGV depuis Narbonne, et en arrivant sur le quai de la gare de Lyon à minuit et demi, en descendant du train, j'ai fait un malaise extrêmement brutal, comme si un 15 tonnes me passait sur la poitrine. Et voilà, mon cœur ce jour-là m'a lâché. J'ai fait un infarctus extrêmement étendu, et j'ai été récupéré de justesse par le SAMU, des équipes chirurgicales de la Pitié-Salpêtrière, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Au départ, on n'y croit pas. Au départ, on pense que c'est quelque chose de banal qui nous arrive, et à la fin, finalement, il y a ce don d'organes. Donc, voilà un petit peu la situation. Le don d'organes, c'est quelque chose de très particulier. Alors, surtout le cœur, parce que le cœur, c'est un organe vivant, c'est des sentiments, c'est des passions, et je me dis que tous les jours, je vis avec le cœur d'un autre, et c'est quand même quelque chose qui m'a longtemps perturbé. Lorsque j'ai été transplanté, au départ, on s'en rend pas compte, parce que c'est jamais qu'un organe qu'on nous apporte, donc c'est une pompe qu'on m'a remplacée. Et au départ, le côté psychologique, le côté affectif ne ressort pas. On n'est que dans le côté récupération, réadaptation, reprendre goût à la vie. Et ce n'est que 6 mois plus tard que j'ai réalisé que j'étais un hybride, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui vivait en moi, qui était là, présent, et qui je serais plus unique, quoi. Je serais plus voilà. Alors, on va donner quelques chiffres, parce que moi j'ai quelques informations effectivement au niveau administratif, et puis aussi que dit la loi, parce que c'est important de bien préciser aussi au niveau de la loi, puisque il est important de préciser que depuis une loi très récente, je crois depuis 2017, depuis 2 ans, oui. Il faut qu'il y ait de manière précise et de manière explicite
par le patient la volonté de refuser. Si jamais il n'y a pas cette volonté explicite de refus, on est présumé accepter le don. Hein. Il faut quand même bien le préciser. Quelques chiffres quand même pour démarrer aussi cette émission. C'est plus de 6000 greffes d'organes qui sont réalisées chaque année. Plus de 57 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Plus de 90% des greffons viennent de donneurs décédés et un seul donneur permet souvent de greffer plusieurs malades. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs organes aussi qu'on peut prélever. Hein, on a parlé du cœur effectivement avec le docteur Marc Géraud, mais on peut prélever également la peau, on peut prélever les cornets, le poumon, le foie, les reins, le pancréas, les os également, puisqu'après tout, les os aussi peuvent être prélevés. Hein. Donc il y a quand même une multitude d'organes et de tissus qui peuvent être justement prélevés. Et chaque année, plus de 6000 greffes d'organes sont réalisées en France. Ça, c'est quand même quelques chiffres, effectivement, qui est important de préciser pour commencer justement cette émission. Docteur Vauduit, est-ce qu'on a quelques éléments dans la région Hauts-de-France, puisque là, ce sont des chiffres plutôt nationaux. Est-ce qu'on a des chiffres au niveau de la nouvelle région Hauts-de-France, ou alors est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes ordres sur cette région? Je n'ai pas de statistiques du tout pour la région Hauts-de-France. Est-ce que, Marc, tu as des chiffres pour l'Hauts-de-France, le nombre de personnes greffées? Non, je sais pas. Je crois qu'il y a 4000 cœurs par an, je crois, qui sont greffés. Mais au-delà de ces chiffres qui sont des chiffres, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant le registre, c'est ce qu'on appelle maintenant le registre du refus. C'est-à-dire que normalement, tout le monde est donneur, sauf s'il a explicitement refusé de donner ses organes. Je crois que vraiment, sur le don d'organes, c'est la question que se posent tous les gens. C'est-à-dire, est-ce que moi, si je devais mourir, si un de mes proches, ma femme, mes enfants, étaient amenés à mourir, qu'est-ce que je ferais? Et je crois que c'est la question qu'on doit tous se poser et qu'il faut tous se poser, parce que c'est vraiment la question du don d'organes. Sur le plan technique, moi, parce que j'ai jamais assisté à une transplantation cardiaque, mais j'aimerais bien un jour le faire. Mais j'ai cru comprendre que c'était assez simple. En fait, le plan chirurgical, il est assez facile. Et maintenant, grâce au traitement anti-rejet, on arrive quand même vraiment à obtenir des bons résultats. Mais le gros problème en France et dans le monde, c'est qu'on manque de donneurs. Et pourquoi manque-t-on de donneurs? Parce que l'erreur est d'associer décès de la personne et don de ses organes. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que ce soit le film Réparer les vivants, tiré du film de Maëlys de Kerangal, ou que ce soit d'autres sujets sur le don d'organes, à chaque fois, on associe le décès de la personne et le prélèvement de ses organes. Et j'ai compris cela en voyant ce film, ce magnifique film que je vous conseille de voir, de Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, parce que en fait, on s'aperçoit dans ce film que ce jeune qui vient d'avoir un accident de voiture, qui est en coma stade 4, va mourir, mais il est encore pour sa famille, il est encore vivant. C'est-à-dire qu'il est là, il respire. Bon, certes, il dort, mais c'est comme quelqu'un d'endormi. Et on va l'emmener au bloc pour prélever ses organes. Et on voit très très bien, c'est très très bien rendu dans le livre et dans le film. À un moment, on lui prélève les reins, le poumon, etc. Et à un moment, les anesthésistes coupent la machine, arrêtent de respirer, et son corps s'arrête. Et on ramène à la famille un mort. C'est-à-dire que l'opération qui a prélevé ses organes l'a fait passer de l'état de vivant pour la famille à l'état de mort. Et je crois que c'est ce qui perturbe un petit peu et qu'il faut qu'on arrive à outrepasser. Il faut savoir, c'est que la personne et toutes l'agence de bioéthique et tous les gens qui tournent autour du prélèvement d'organes, que ce soit les infirmières coordinatrices, que ce soit les médecins, sont vraiment
là pour expliquer à la famille du donneur que de toute façon, cette personne, elle est considérée comme physiquement morte. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est déclaré comme n'est plus vivant. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est ce que m'avait dit une fois une infirmière coordinatrice quand je me posais beaucoup de questions par rapport à mon donneur. Elle avait eu cette phrase qui vraiment, moi, est très très forte. Elle m'avait dit, ce n'est pas vous qui l'avez tué. Et ça, c'est très important. Et ce que je voudrais que les gens qui se posent la question sur est-ce que moi je vais donner mes organes, est-ce que je donnerai les organes de mes enfants, dites-vous que de toute façon, la personne que vous allez pleurer, elle est morte. Et c'est pas parce que vous donnerez ces organes que ça la fera revenir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on donne les organes d'un être cher, on ne l'abîme pas. C'est-à-dire qu'on respecte l'intégrité du corps. Seulement les chirurgiens extraient avec beaucoup de précautions. Et ils ont intérêt à le faire avec beaucoup de précautions parce que ces organes vont resservir pour des années à une autre personne. On extrait avec beaucoup de précautions le rein, le cœur, etc. Donc, vraiment faire cette différence et se dire que se dire que à l'autre bout de la chaîne, il y a un receveur, il y a quelqu'un qui attend désespérément, et qui, si ce oui n'existe pas, cette personne meurt. C'est-à-dire que c'est juste un mot, oui. Je veux bien qu'il donne son cœur, et sinon, pour sauver quelqu'un, c'est quand même un don magique. Voilà ce que je voulais dire. Et là, des petites précisions pour les auditeurs, parce que la loi autorise un prélèvement, même si, à ce moment-là, la famille est contre. S'il n'y a pas la volonté du décédé de dire non au don. Oui, alors, mais on demande toujours un petit peu à la famille. Il y a ce registre du refus là, oui. Où effectivement, si les gens ont dit non, bon bah c'est non. Mais je sais qu'il y a des endroits où on demande quand même l'avis de la famille parce que et la famille est toujours mal à l'aise parce que c'est toujours pour eux un moment. C'est l'association avec le décès et c'est dommage quoi. C'est ce que je viens de dire quoi. Il faut vraiment dissocier les deux et la famille devrait pas avoir à donner son avis. Ça peut être choquant ce que je viens de dire, mais c'est un don très intime entre le donneur et le receveur et la famille. Elle est triste à cause du décès brutal, accidentel, et elle est dans le deuil de la personne qui va mourir. Et on a un peu l'impression, excusez-moi l'expression, que les gens qui vont venir prélever sont des chacals, comme c'était des vautours qui allaient venir chercher ce qui les intéresse. D'abord, c'est pas eux que ça intéresse, mais c'est pour continuer la chaîne de la vie, le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est un don de vie. Oui, donc, il faut vraiment, voilà. Et je dis ça parce que la loi actuellement, c'est le registre du refus. Et moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le Cercle Bleu, et on essaye de mettre dans les villes ce petit logo de Cercle Bleu, qui est en fait une autre façon de concevoir le don d'organes et de dire, nous, le Cercle Bleu, on demande juste aux gens de se positionner. Et on serait partisan de la politique actuelle, c'est-à-dire que chaque individu, à un moment ou à un autre dans sa vie, se positionne sur le don de ses propres organes. C'est-à-dire que vous, Monsieur Vauduit, est-ce que demain, vous vous positionnez dans votre tête, secrètement, intimement, et vous dites, moi, je donne ceci et cela. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent bien donner leur cœur, mais qui veulent pas donner leurs yeux, qui veulent pas donner certaines parties de leurs organes. Et nous, l'association Le Cercle Bleu, on est juste pour le positionnement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre dans leur vie, les gens disent, moi, je suis pour donner mes organes, ou contre, et si je suis pour, je veux bien donner ça et ça et ça. Et ça, c'est inscrit sur votre carte vitale, sur votre carte d'identité, sur votre dossier médical, etc. Et ça ne regarde que vous.
c'est ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants, ni vos parents, etc. C'est votre choix de vie personnel parce que ce sont vos organes, votre cœur, vos reins, vos yeux et vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Et je trouve que cette solution du positionnement simple est extrêmement simple. Il y a des pays, par exemple, comme le Canada ou la Belgique, où ce positionnement est demandé au moment du permis de conduire. Vous passez votre permis de conduire et là, vous vous positionnez par rapport au don d'organes et on n'en parle plus. C'est fini. Oui, enfin... Si la personne peut changer d'avis. Oui, bien sûr, on peut changer d'avis. Mais et ce qui est important, c'est que je trouve que c'est que ça soit quelque chose d'intime et de personnel. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent moi, je veux pas donner mes organes. Et des fois, et après, c'est un peu humiliant de dire bah oui, mais pourquoi tu veux pas donner tes organes? Non, ça les regarde que eux. C'est leur problème. Point. On n'en parle pas. Tout à l'heure, je voulais poser une question, mais tu as déjà répondu. C'est que on peut donner les organes, ne pas donner certains organes. C'est ça. Oui, parce que souvent, on fait des prélèvements de cornée et pareil pour les accompagnants, la famille, la cornée, c'est les yeux, c'est le regard, et ça a beaucoup de signification. Donc il y a beaucoup de gens qui refusent de donner leurs yeux. Mais bon, tout ça a beaucoup de symbolique parce qu'on se dit bon, s'il donne sa cornée, donc il donne ses yeux, ça veut dire que c'est le donneur qui va avoir à sa place. Vous savez, il y a plein de symboliques. C'est comme le cœur. Oui. Moi, je me suis posé la question ce cœur que j'ai là, est-ce que c'est moi qui aime, est-ce que c'est l'autre vous savez, c'est extrêmement bizarre. Et puis on a envie de savoir quand on est receveur, quand on a reçu le don de quelqu'un, on a envie de savoir. Et je dis ça parce que dans mon expérience personnelle, il y a eu un jeu du hasard que je n'ai absolument pas voulu d'ailleurs et que j'aurais même peut-être ne pas souhaité. C'est que par un hasard de date, j'ai été, comme vous savez, je suis urologue et donc moi j'ai été transplanté au moment du congrès d'urologie qui se tient tous les ans Porte-Maillot au mois de novembre. Et moi, le congrès a lieu du mercredi au samedi et moi, j'étais transplanté dans la nuit du vendredi au samedi. Et ma femme qui était dans ma chambre au moment où j'étais transplanté et qui travaille aussi en urologie est retournée au congrès le lendemain et elle a rencontré des urologues, d'autres urologues qui lui ont dit alors Marc, comment ça va, etc. Et il y en a un qui a fait l'erreur de dire oui, je sais, il est au bloc. Et là, elle lui a dit mais comment tu peux savoir qu'il est au bloc? Et voilà. Et finalement, la personne qui avait répondu ça avait participé au prélèvement des organes d'une personne dont j'ai su un certain nombre d'informations sur cette personne. Et donc, je vous cache pas que ça m'a beaucoup perturbé d'avoir des informations sur mon donneur, savoir que c'était voilà. Et j'avais envie de dire merci. Tout simplement, on a envie d'aller voir la famille pour leur dire mais merci d'avoir dit oui ou merci à ce monsieur d'avoir dit oui, quoi. Parce que sinon je serais mort. Donc tu serais pour l'anonymat absolu? Ah oui, alors là, raison de plus que moi qui n'en ai pas profité, je pense que le don d'organes doit rester absolument anonyme. Oui. C'est un don de la vie, ça a une valeur extrêmement forte, pas forcément religieuse, hein, mais ça doit rester anonyme. Et pourquoi ça doit rester anonyme? Parce que moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir de l'anonymat. Et un jour où le professeur Jacques Petit à Amiens fêtait les 20 ans de la transplantation à Amiens, il m'avait invité et j'ai témoigné comme ça devant un auditoire de ce sentiment de position par rapport au donneur. Et là, il y a un monsieur dans l'assemblée qui s'est levé, qui m'a dit voilà, moi mon fils a été tué dans un accident de voiture, il a donné ses organes et j'ai pas du tout envie de savoir qui a son cœur, qui a ses reins, etc. Donc, et il m'a dit une phrase assez brute, il m'a dit foutez-moi la paix et foutez-nous la paix. Bon, voilà.
Donc je pense que l'anonymat est quelque chose qui doit rester pour la sérénité de tout le monde. Oui, oui. Voilà, c'est encore plus beau parce que c'est un oui sans merci. C'est ça. Voilà. Oui. Voilà. Pourquoi aujourd'hui en France on a du mal encore à donner ces organes, parce que on l'a dit maintenant avec cette nouvelle loi qui est sortie depuis 2017. Maintenant, il faut qu'il y ait le consentement éclairé du patient pour que ce soit refusé. Mais pourquoi c'est encore difficile justement de donner ces organes justement et faire en sorte que les organes ont une deuxième vie et permettent à des personnes qui sont en attente de greffe aujourd'hui de justement comment on pourrait l'expliquer qu'il y a encore cette difficulté-là? Peut-être que les familles ne sont pas encore sensibilisées. Il y a peut-être un problème de communication. Alors, c'est aussi une question d'offre et de demande. Il y a beaucoup plus de demandes parce que on fait beaucoup plus de transplantations rénales, on fait beaucoup plus de transplantations cardiaques. Il y a eu beaucoup de progrès parce que il faut bien se dire que il y a l'acte technique, mais après derrière il y a toute l'acceptation par l'organisme du nouvel organe, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le suivi médical, dans les médicaments anti-rejet, ce qui fait qu'on transplante beaucoup plus, que ce soit les reins, les cœurs-poumons pour les mucoviscidoses, les pancréas, les cœurs. On transplante même des gens déjà d'un certain âge sur le transplantation cardiaque. Donc il y a une demande qui est de plus en plus importante d'offres liées au fait que déjà on a eu une énorme baisse d'accidents de la route. Et c'est horrible de dire ça, mais moi en 2002, quand j'ai été transplanté, ça va faire rire certains des auditeurs, mais quand j'avais demandé à l'équipe de transplantation quel était le nombre de gens le plus prélevé, et il m'avait répondu que c'était les livreurs de pizza dans Paris. Et donc du fait de l'amélioration des conditions de circulation et de la diminution des victimes de la route, de donneurs. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas forcer les gens non plus à se positionner ou à s'inscrire. Je trouve que la démarche d'aller s'inscrire sur un registre du refus, c'est une démarche qui est complètement négative, parce que est-ce que vous voyez, faut vraiment à vouloir ne surtout pas être transplanté pour faire la démarche d'aller s'inscrire. Ça, ces gens-là, on les récupérera pas. Ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens qui finalement sont mi-figue mi-raisin, qui sont jamais posé vraiment la question et qui diraient pas non, mais finalement et qui, le jour où ils sont confrontés, parce que ça peut vous arriver à n'importe quel moment, hein. Moi, ça m'est arrivé, je vous promets que je m'y attendais pas du tout. Et il faut peut-être que les gens un jour se posent, se réfléchissent, qu'il y ait, je sais pas, soit une BD, soit un livre, soit un film, soit un truc qui sensibilise les gens pour que on soulève les gens en disant voilà, mais si vous, alors il faut aussi se poser la question, c'est que si vous un jour vous avez besoin d'un organe, vous serez bien content de l'avoir. Donc il faut vraiment se positionner côté receveur. Et il faudrait faire vraiment un témoignage, un reportage sur tous ces gens qui sont la main tendue et qui sont là et qui sont dans des conditions de santé catastrophiques, parce que il y a des gens qui sont vraiment au bout du rouleau. Moi, quand j'étais en attente de transplantation cardiaque, j'étais vraiment mal. J'avais 4 de tension, je pouvais plus ni être allongé ni assis. J'étais vraiment dans une situation invivable, et si j'avais pas eu ce don d'organes, comme je vous l'ai dit, je serais mort. Donc il faut vraiment montrer les conditions extrêmement pénibles des gens qui sont en attente de transplantation. Pénible sur le plan de la santé, mais aussi pénible sur le plan psychologique. Vous savez jamais quand est-ce que cette réponse va se faire. Vous êtes appelé un jour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il faut faire très vite dans la nuit. Donc sensibilisons les gens sur le service qu'ils vont rendre
en se positionnant sur le don d'organes. Je crois que c'est ça comme ça qu'on peut sensibiliser les gens. Alors on parlait tout à l'heure en off des donneurs vivants. Il est vrai que maintenant c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, surtout pour les reins, puisqu'on peut vivre avec un rein en moins et on peut prélever un rein à un frère ou une sœur et le donner à celui qui en attend d'un rein. Mais c'est une solution, mais voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des campagnes de communication déjà qui ont été faites, parce qu'on a déjà vu des spots à la télé ou des spots qui ont été faits en radio. Il y a des magazines, il y a des associations qui existent également pour sensibiliser l'opinion publique au don d'organes. Est-ce que c'est suffisant selon vous, ou alors est-ce qu'il faut encore aller plus loin pour sensibiliser encore plus de personnes ? De toute façon, il faut bien se dire que aussi bien au niveau des instances ministérielles que de la caisse d'assurance, tout ça, c'est rien. C'est une toute petite, c'est un minime proportion de gens qui sont intéressés par la transplantation. Alors effectivement, quand on est concerné, on s'implique, mais ça intéresse pas les gens, ça intéresse pas les instances. C'est pas des budgets, il n'y a pas de lobbying derrière, il n'y a pas de financement derrière, parce que finalement, ça intéresse qu'une toute petite marge de la population. Alors c'est un côté un peu symbolique, un peu un côté mais finalement, pourquoi ça intéresse ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier derrière, c'est tout. Faut dire les choses en face. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage, malheureusement, de constater encore aujourd'hui, en 2018, que il y a d'un côté, il y a des personnes qui sont en attente. On pense aux personnes qui souffrent de mucoviscidose, vous en parliez tout à l'heure. Oui. Toutes ces personnes qui sont en attente de greffe de poumons, qui tous les jours subissent des traitements lourds pour ne serait-ce que respirer un petit peu, même continuer leur activité professionnelle. Et puis de l'autre côté, de voir que malheureusement, il y a un problème au niveau de l'offre, entre guillemets. Vous savez, regardez, il y a très peu d'émissions de journalistique sur ce sujet. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les gens qui travaillent dans la transplantation, que ce soit toutes les équipes qui sont chargées de faire l'équivalence entre les deux, entre le donneur et le receveur. Coordination. Comment ? La coordination. La coordination, toutes les équipes coordinatrices, tous les médecins, tout ça, c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps de communiquer sur le sujet. Et puis les prélèvements d'organes, c'est toujours très tard la nuit. C'est un travail sous-marin, souterrain. Donc effectivement, ça intéresse pas grand monde. Ça. Et voilà, c'est pour ça que, alors de temps en temps, quand c'est voilà, mais il n'y a pas de marketing derrière, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de. C'est pour ça que ça. Oui, mais je pense quand même, c'est un sujet qui intéresse les gens à échelon local. Quand on a organisé, était venu faire la conférence sur la greffe du cœur, là, c'est un succès fou pour nous. Jamais on a pu avoir une telle audience. Voilà. C'est ça. Tant mieux. Hein, mais moi, je milite pour. Hein, vous me demandez pourquoi. Je vous donne mon sentiment, mais c'est bien entendu. Moi, je milite pour le don d'organes, pour que les gens se positionnent, pour que il y ait de plus en plus de gens qui acceptent de donner. C'est même pas dire, on peut même pas envie de dire qu'on est des donneurs, c'est qu'on accepte de donner, parce que de toute façon on est mort, donc ça sert à rien, et on vivra pas mieux, et on sera l'âme existera toujours, et dans le cercueil il y aura un cœur en moins, c'est tout. Donc ça change rien. Et ce qu'il faut se dire, c'est comme c'est la vie qui va continuer dans un autre corps. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire que son fils ou son mari qui vient de décéder va continuer quelque part à vivre à travers une autre personne. Après, je pense qu'il vaut mieux plutôt travailler là-dessus
que sur le côté médical, sur le côté. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens sur le côté valeur sociale, valeur affective, valeur généreuse, sur la générosité, quoi. Oui, Générosité de la vie, la transmission. Oui, la transmission voilà, c'est ça de la vie. Oui. Quelqu'un qui, il y avait une fois, j'avais fait une émission à la télé, il y avait une dame qui avait perdu son fils et elle disait mais qu'elle était heureuse de savoir que le cœur de son petit garçon battait dans le cœur d'un autre, quoi. Et que grâce à ça, elle avait fait vivre ce petit garçon receveur du cœur du sien, quoi. C'est magnifique comme image, je trouve. Oui. Voilà. Et qu'en est-il des autres pays européens? Il y a toujours une pénurie, enfin, il y a toujours pénurie, comme chez nous, en France Oui, bien sûr. Oui. Bah, c'est ce que je disais, il y a de plus en plus de gens qui sont candidats à une greffe, et c'est vrai que du fait, avant, le grand pourvoyeur d'organes, c'était les accidents de la route, quand même, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le coma, et là, c'était le grand pourvoyeur. Là, maintenant, il y en a moins. Il faut savoir que tous les gens qui sont atteints d'une maladie chronique comme le cancer peuvent pas être transplantés. Et donc, maintenant, la principale cause c'est les accidents vasculaires cérébraux où les gens sont dans un coma stade 4, et donc, on sait que le cerveau ne fonctionnera plus jamais, et que l'organe, que le reste du corps, reste irrigué, et donc on pourra prélever les organes. Mais c'est surtout les accidents vasculaires cérébraux, les accidents comme ça. Mais voilà. Donc il y a moins en moins de causes de mort apparente, de mort cérébrale. Voilà, il y a toujours bien entendu plein de gens qui décèdent de maladies graves, mais ceux-là ne peuvent pas être prélevés. On prélève jamais le cœur de quelqu'un ou les poumons de quelqu'un qui est mort d'un cancer. Peut-être qu'un jour on y arrivera, et peut-être qu'on se dira que finalement il n'y a pas de risque de transmission de la maladie chez le receveur. Mais je sais que pour l'instant ça se fait pas. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il faut bien préciser quand même à nos auditeurs que en France, c'est seulement on est dans l'état de mort encéphalique, oui. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui est détruit, et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'il est possible de prélever des organes. Il faut bien le préciser justement. Et pour la petite histoire, c'est grâce à cette loi de mort cérébrale que l'équipe d'Afrique du Sud du professeur Barnard a pu faire la première transplantation cardiaque, parce qu'ils étaient en fait en concurrence avec les Américains, et les Américains, eux, n'avaient pas encore cette définition de mort cérébrale, et eux, pour eux, c'était la mort totale. Et donc, c'est grâce à cette loi qui était différente en Afrique du Sud que le professeur Barnard a pu bénéficier de la primeur de la première transplantation cardiaque. Voilà. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été évoqué, on parle donc de ce registre national des refus qui est mis en place, mais on ne parle pas d'un registre national des donneurs d'organes. Il n'existe pas ce registre national des donneurs d'organes. Non. Bah non. Il existe. Il a jamais fonctionné. Les gens s'inscrivaient pas. Oui. Et puis là, d'après la loi française, si vous n'êtes pas sur liste de refus, c'est-à-dire que vous acceptez. Vous êtes présumé accepter le prélèvement d'organes. C'est ça. Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe si la famille refuse, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça le problème. Et d'après ce que je sais des équipes coordinatrices, ils sont toujours très embêtés quand ils ont une personne qui n'est pas inscrite sur le registre des refus et que la famille s'y oppose. Après là, ça a un côté un peu, comme je disais tout à l'heure, un côté chacal de dire, bah écoutez, comme il n'a pas dit non, on le prélève quand même, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça me paraît compliqué, quoi. C'est pour ça que je pense que moi je trouve que cette solution de simplement se positionner et dire moi je suis pour ou contre, et puis c'est tout. C'est un problème personnel, le don d'organes. Ça doit vraiment rester un problème strictement personnel. Voilà, il n'y a pas d'interférence. Pour ses enfants, bien sûr, si les enfants sont mineurs. Il ne devrait pas avoir, selon vous, d'interférence avec la famille. Non. C'est uniquement chaque personne qui, se positionne en disant oui, je veux donner mes organes, ou non, je ne veux pas donner mes organes. Ça serait plus simple. Donc il y a peut-être ça serait plus simple pour les équipes qui travaillent sur la coordination.
Donc il y a peut-être encore un travail à faire justement pour faire changer les mentalités. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En prenant cette solution de positionnement à froid, tranquillement, à distance de tout problème, de tout accident, ça permet de complètement séparer le prélèvement d'organes et le décès de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle est morte parce qu'elle a eu un accident, etc. Et de toute façon, il y a 10 ans, elle s'était positionnée sur je donne ou je donne pas. Et c'est pas du tout, c'est pas en même temps. Donc voilà, il y a quand même encore. Faut pas qu'il y ait collision entre le moment où la personne décède et au moment. Mais monsieur, mais s'il vous plaît, est-ce que ça vous ennuie pas si je prends le cœur, les poumons Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens, ils sont déjà tellement affectés par ce qui vient de leur arriver qu'on va pas en plus les emmerder en leur disant mais est-ce que vous voulez bien que non, voilà, il est décédé, mais de toute façon, il avait dit qu'il donnerait ses organes, donc juste avant de mourir, juste avant qu'il décède, on va, comme il l'avait souhaité, prélever son cœur, son poumon et ses reins. Et ça serait tellement plus simple, mais tellement plus simple. Et ce qu'il faut, c'est que les gens se positionnent à distance, tranquillement, voilà, tout seul. C'est un choix personnel. Ça doit pas être une décision de famille le dimanche midi. Bon alors, Tata, est-ce que tu donnerais ton cœur? Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est un choix personnel, quoi. Et puis c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, hein, docteur Géraud, ça peut arriver à n'importe quel moment. N'importe qui et à n'importe quel moment. Demain, votre enfant peut avoir une leucémie, peut avoir un problème. Demain. Et je me souviens de cette femme qui avait perdu son fils, mais qui avait eu un accident de trottinette. Hein. Des trucs, à 2h de l'après-midi, son gamin, il jouait, et à 7h, il était en mort apparente. Hein. Donc c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et voilà, c'est un peu le but ce soir. Effectivement, on sensibilise au don d'organes. C'est le but de l'émission de ce soir. Et maintenant, après, ça appartient à chacun. On peut pas non plus interférer sur chaque personne. Il faut que chaque personne qui nous écoute, va écouter le replay, qui va écouter le podcast sur le Facebook ou sur le YouTube de Radio Puisalène, il faut que chaque personne, effectivement, soit sensibilisée et que, après, ils réfléchissent, chacun dans son coin, en disant, est-ce que je veux donner mes organes? Est-ce que je veux entretenir l'espoir d'une famille qui en a besoin, effectivement, ou alors est-ce que tout simplement je ne veux pas? Voilà, on va pas vous demander de justifier, c'est pas le but non plus, c'est juste oui ou non, tout simplement. Alors j'ai une question pour le docteur Marc Géraud, justement. Qu'est-ce que ce don d'organes a changé pour vous dans votre vie et dans tout ce qui s'est passé après justement cette transplantation? Merci d'abord de me poser cette question, parce que c'est vrai que beaucoup de patients que je vois en consultation et qui connaissent mon histoire m'ont posé cette question, et ça change beaucoup de choses. Alors je dis toujours, on change un cœur, on change pas la tête. C'est-à-dire qu'on change pas les gens, on change pas la motivation de vie, mais quelle leçon de vie de se dire que on a vraiment failli mourir, et que aujourd'hui on est là grâce à quelqu'un d'autre. C'est une grande leçon d'humilité, de tolérance, de générosité envers les autres, et d'altruisme, parce que se dire qu'est-ce qu'on est entouré. Et comme je dis dans le livre que j'ai écrit, c'est que je suis passé de l'autre côté de la blouse, et c'est vrai que quand on est médecin, on est technicien de la médecine, on voit le côté technique, on voit le côté chirurgical, on voit le côté médical, le résultat, et là je suis passé de l'autre côté. Et j'étais pendant des semaines et des semaines allongé dans un lit sans pouvoir bouger. Et là, on découvre la vraie vie d'un patient. Et la vraie vie d'un patient, c'est l'aide-soignante
qui vous dit bonjour, qui vous fait un petit café. C'est l'infirmière qui vient vous remonter le moral à minuit. C'est le médecin qui vous donne des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Et c'est aussi la façon de l'annoncer. Et c'est les petits plaisirs de la vie. Moi, pendant 3 semaines, j'étais en réanimation face à un mur. Je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur? Qu'est-ce qu'il y a? Et je rêvais de prendre une douche. La toilette au lit avec la petite cuvette de 10 cm, c'est insupportable. Et c'est vrai que quand je vois mes patients, mais dès que je peux leur offrir la possibilité de prendre une douche, je leur dis, mais prenez une douche, changez-vous, remettez vos affaires. Il faut pas se laisser engluer et emporter par l'état de malade. Et il faut vraiment lutter pour reprendre une vie normale. Et c'est vraiment c'est ça qui est important quand on est brutalement atteint d'une maladie ou qu'on se retrouve victime d'un problème de santé. Et je dis victime parce qu'on est victime d'un problème de santé, on le souhaite pas, donc on le subit. Et il faut le combattre. C'est un combat et il faut vouloir s'en sortir, il faut vouloir avancer. Il faut surtout être bien entouré, parce que qu'est-ce que les autres sont utiles? Bien sûr, la famille c'est très important, mais merci au personnel soignant, merci aux infirmières, merci aux aides-soignantes, merci à la SH qui vient faire qui vient vous changer. Ça, c'est des gens mais qui sont extrêmement importants dans la vie d'un patient. Et c'est vrai qu'on peut en profiter pour les saluer parce qu'ils font un travail exceptionnel et vraiment on peut les féliciter et les encourager. Et c'est de ça dont je me suis rendu compte parce que moi c'est vrai que je les côtoyais, mais je me rendais pas compte de l'importance qu'ils avaient pour nous patients, parce que là je suis le patient pour nous patients. Et ce que j'ai appris aussi, c'est l'impact des mots du médecin, car moi, j'étais accroché aux lèvres des médecins qui me soignaient. Et c'est vrai qu'un jour, le grand patron de la Pitié, qui était le professeur Grangebach, je l'appelais Fantomas parce qu'il passait toujours très tard la nuit avec une espèce de grande blouse blanche sans faire de bruit. C'était un monsieur un peu bizarre, qui parlait peu et qui avait une espèce d'aura autour de lui. Et un soir, il me pose avec un peu ostentatoire la main sur l'épaule. Il dit: mon cher Géraud, vous inquiétez pas, tout ira bien et dans un mois vous reprenez votre vie normale. Et cette phrase, moi, m'a marqué. Et ce monsieur, ce grand patron, là, pour qui j'avais beaucoup de respect et d'estime, je l'ai cru. Et en fait, il s'est complètement trompé parce que 2 mois plus tard, j'étais en une grande insuffisance cardiaque. Et qui m'a beaucoup marqué, c'est que au départ, quand on m'a annoncé que mon cœur était détruit et que la seule solution ce serait la transplantation cardiaque, j'ai eu une attitude très très ferme. J'ai dit non, je ne veux pas accepter quelque chose de quelqu'un d'autre. Je veux pas avoir dans mon corps, surtout un cœur qui m'appartienne pas. C'est violent, c'est brutal comme annonce. Et donc au départ j'ai refusé. Et c'est une chef de clinique qui s'appelait Maria, je me souviens, une femme extraordinaire, et j'en suis encore ému d'en parler, qui s'est assise au bord de mon lit et qui m'a parlé pendant des heures, qui m'a écouté, qui m'a réconforté. Et elle a eu cette phrase qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a dit: même si vous êtes transplanté, vous vivrez comme avant. Et ça a été une phrase extrêmement forte qui m'a aidé finalement à accepter cette transplantation. Et il y a une autre phrase aussi qui m'a beaucoup marqué, et je voudrais rendre hommage ce soir à ma fille qui s'appelle Agathe, qui elle avait 9 ans et demi elle avait 10 ans quand j'étais transplanté,
quelques jours avant ma transplantation, il y a un interne qui est arrivé dans ma chambre, un peu comme une bombe, sans prévenir personne, sans faire sortir personne. Là, vous voyez aussi la délicatesse du médecin, et qui, devant mes enfants qui étaient là et devant Agathe, m'a dit, Docteur Géraud, Monsieur Géraud, pardon, restez à jeun. Nous avons peut-être un cœur à Toulouse et vous serez peut-être transplanté ce soir. Et là, moi, je me suis effondré. Et Agathe m'a dit ce mot extrêmement fort. Elle m'a dit, mais papa, elle avait 10 ans, hein, la petite, et elle me dit, mais papa, si on te change ton cœur, est-ce que tu m'aimeras toujours? Voilà. Et je voudrais vous dire donc la force des mots, la force des moments. Et c'est vrai que tout ça m'a beaucoup changé, ça m'a sensibilisé, ça m'a permis de relativiser un peu le sens de la vie, le sens de la maladie. Mais si j'ai un message ce soir à faire passer, et que ce soit aux gens qui sont en attente d'une transplantation, aux gens qui sont malades ou qui sont atteints d'un problème, il faut jamais baisser les bras, et il faut toujours avoir une volonté de combat, une volonté de vivre, une volonté de s'en sortir. Et je crois beaucoup à tous ces phénomènes paramédicaux qui peuvent vraiment être une valeur ajoutée extrêmement importante à la guérison. Et je crois qu'il faut vraiment dans la vie se battre, pas forcément écouter tout ce qu'on vous dit, mais surtout écouter votre corps, écoutez vous-même, écoutez votre volonté de vivre. Et voilà, c'est un peu le message que je voudrais faire passer dans cette émission extrêmement forte sur le don d'organes. Il y a l'autre, il y a le don, il y a ce oui vraiment important, et puis il y a de l'autre côté des gens qui sont des futurs receveurs, des gens qui ont une volonté de vivre, qui veulent s'en sortir et qui attendent désespérément ce petit oui, cet organe qui, grâce à la médecine, va leur permettre de reprendre une vie normale, et dans un élan de générosité, de transmission de la vie, et aussi eux de volonté de vivre. Voilà ce que je voulais, un petit peu le message que je voulais faire passer ce soir à travers cette émission, et je vous remercie vraiment sincèrement de m'avoir invité, de pouvoir m'exprimer un peu avec émotion sur ce sujet qui m'est vraiment très très cher. Oui, c'est nous qui te remercions, et on est très sensible à ce que tu as ressenti. Merci encore. C'est vrai que je le ressens également dans le casque. La seule chose qu'il y a à dire dans cette émission, c'est voilà, j'espère, en tout cas pour vous, chers amis auditeurs, que vous avez été sensibilisés par ce message du docteur Géraud. Il y a pas grand-chose à faire, juste un simple mot de 3 lettres. C'est oui, tout simplement. Et avec ce oui, vous donnez l'espoir à des personnes qui sont en attente de transplantation, qui sont en attente d'organes. Vous donnez cet espoir, et c'est vrai que ça a été c'est émouvant hein, dans cette émission, et je pense que cette émission mérite vraiment d'être rediffusée plus encore que les émissions précédentes, plus encore que les autres émissions du Club Cœur et Sang. Important. Oui, je voulais rajouter cette anecdote extrêmement forte. J'étais en rééducation à Villiers-Saint-Denis, à côté de Château-Thierry, et tous les jours pour aller en rééducation, donc j'étais interne, hein, je restais toute la semaine, je suis resté 6 semaines, et tous les jours, je passais dans une chambre où il y avait une jeune fille de 21 ans, italienne, qui avait une mucoviscidose et qui était là avec sa maman, sa famille. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'affect dans cette chambre, et ils étaient en attente d'une transplantation cœur-poumon. Et il s'avère que j'étais transplanté presque en même temps que Charlotte Valandré, l'actrice de cinéma. Et un jour, lors d'une émission, je croise Charlotte Valandré, et vous savez, on est une petite famille, les transplantés. Et je dis à Charlotte, mais est-ce que tu as des nouvelles de la petite italienne? Et elle me dit non, elle est morte parce qu'elle n'a pas eu de donneur. C'est fort, hein? Oui. Voilà, elle est morte parce qu'elle n'a pas eu de donneur. Voilà, elle avait 21 ans. Voilà, et voilà.
Et une autre fois aussi, il y avait un monsieur dans la chambre d'à côté qui avait un cœur artificiel. Et cœur artificiel, ça fait beaucoup de bruit parce que ça claque. C'est comme une grosse machine à laver qui tourne. Et j'entendais sa machine, parce que moi j'avais été aussi sur cœur artificiel, donc je connaissais ce bruit, je connaissais cette machine. Et un matin, je dis à l'infirmière, tiens, c'est bizarre, on n'entend plus la machine à côté. Et elle me dit, oui, il est parti au bloc pour sa transplantation. Et donc le monsieur était super content. Et le soir, j'ai réentendu la machine. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, la transplantation n'a pas été acceptée. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que de temps en temps, la transplantation peut être refusée parce que le chirurgien considère que ça, c'est pas faisable, quoi. Et donc ce monsieur avait perdu tout espoir parce qu'il s'est retrouvé à la case départ. Voilà. Donc c'est une grande chaîne et une chaîne compliquée, quoi, avec beaucoup d'affect, mais une chaîne humaine extrêmement forte. Voilà. Excusez-moi, je suis vraiment très ému ce soir parce que c'est un moment, voilà. On le ressent. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, hein. Vous racontez votre histoire en tant que greffé du cœur. Et j'espère sincèrement, chers amis auditeurs, j'espère que vous avez ressenti tout autant l'émotion qu'il y a ici dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dans cette émission du Club Cœur et Santé, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, docteur Vauduit ou docteur Géraud. Non, je suis très sensible, je partage cette émotion et vraiment, c'est une émission importante. Et c'est vrai que je regardais effectivement parce que voilà, c'est autre chose, hein, donc c'est pas ça, ça a rien à voir, c'est pour la suite des programmes et ce sera pour la suite effectivement. Docteur Vauduit, docteur Giraud, c'est quasiment la fin de cette émission, hein, du Club Cœur et Santé. Si vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs, c'est maintenant. Ensuite, on parlera de l'émission du mois prochain, effectivement. Mais voilà, je vous laisse le micro pour clôturer cette émission. Moi, je voulais remercier toute l'équipe de Radio Puisalène de m'avoir invité et j'espère avoir sensibilisé les gens sur cette question fondamentale, certes fondamentale. Et si vous vous posez la question, repassez-vous cette émission en boucle pour vous poser la bonne question et vous situer par rapport à ce choix de vie strictement personnel et considérez et ne considérez surtout pas que vous n'êtes pas concerné parce que ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Donc j'espère avoir été utile pour les gens qui sont en attente d'un organe et avoir sensibilisé les gens qui ne savent pas trop quoi penser sur le sujet. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Bonne soirée à tous et à bientôt.